Vous n'avez pas besoin d'un... Ok. J'attaque à 0 ou tu me donnes un go Ok. Ok, ok. T'oublies pas, il y a du son assez rapidement. Hein. Je sais pas si c'est à ton contrôle. Ok. Bon, c'est pas indispensable, mais... Sinon, ça se passe bien, là? Bien mangé? C'était sympa? Ok, ok. 1, 2, 1, 2. Ok. C'est quoi ce t-shirt? C'est pas grave. Tic-tac, tic-tac. Ouais. Mm. Bon, ben c'est parti. Ce talk est principalement axé sur du live coding CSS. Si vous ne savez pas, le C, ça veut dire cascade dans CSS. Donc typiquement, c'est un peu dangereux de faire du live coding de CSS. C'est un truc qui claque vite dans les mains du gars qui fait le live code. Mais bon, c'est comme ça. C'est Safety Last, Harold Lloyd, 1920. Il n'y avait pas le son à l'époque. J'espère que ça se passera mieux pour moi. Ouais, la musique fait peur en plus, c'est terrible. Allez. Moi, je m'appelle Igor. À la base, je suis plutôt un développeur qui a fait du J2E au début du siècle. Aujourd'hui, je suis plutôt du Scala, du Kotlin, je kiffe Rust et tout. Et traditionnellement, c'est plutôt des profils de gens qui apprécient pas tellement le CSS
Et effectivement, j'ai mis du temps avant d'apprécier et tout, et moi je suis là aujourd'hui pour en parler, et parler de mon amour pour CSS. Je veux quand même rappeler que le CSS, c'est pas juste dédié aux designers ou aux web designers. Alors ça a des avantages, puisque je me permets derrière d'écrire ça en comics sans MS. Ça me gêne pas. Bon, quand je mets du Blink, ça me gratte un peu quand même. Il y a quelques années, là, 2-3 ans, j'ai vaincu un peu mon syndrome de l'imposteur sur le CSS en faisant un talk qui s'appelait CSS is awesome. Je vous fais juste un petit récap de trucs qui étaient intéressants. Je mettais un article qui était coécrit par Tim Berners-Lee, qui a fait 2-3 trucs dans le web, je crois, et qui s'appelle la règle de la moindre puissance. Et en gros, ce que ça dit, c'est quand on a une feature à développer, bon, et qu'on a plusieurs possibilités de langage, c'est en général la bonne idée d'utiliser le langage le plus simple. Donc ça veut dire quand on a un truc à développer en JS, on peut faire en JS ou en CSS, faites plutôt du CSS en général. Je faisais des rappels sur les sélecteurs et les unités, il y a plein de trucs dedans qu'on oublie et c'est toujours bien de relire la doc. Je disais qu'il fallait pas trop abuser des préprocesseurs, il y a des truck factors assez faibles pour ceux qui voient de quoi je parle. Et en fait, il vaut mieux essayer de faire du standard CSS, même si les préprocesseurs sont super bien, je les utilise moi aussi, mais n'abusez pas, on va dire. Il y a les post-processeurs qui sont très bien aussi. Je montrais un petit peu Flexbox et CSS Grid. Malheureusement, c'est pas très bien adapté à dessiner une horloge, donc j'en aurai pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très important d'apprendre ces technos qui changent vraiment la donne pour faire du layout. Je parlais des pseudo-éléments, on en verra. Je parlais aussi, je montrais des tricks, ce qu'on appelle notamment le checkbox hack, qui est en fait une combinaison de l'utilisation des pseudo-classes, des 2.checked, 2.visited, ce genre de choses, et ces pseudo-éléments. Et en conclusion, je râlais un petit peu parce que tout le monde veut faire du code propre et tout, etc., des tests et tout. Et en fait, laisser un peu tomber de côté le CSS, et pour moi, il faut qu'on fasse la même chose. Vous avez un lien, vous avez même un lien qui expliquait comment je faisais mes slides, sans JS, avec du live code dedans. C'était marrant, c'est du hack, ça ne sert pas, et aujourd'hui ce ne sera pas le cas, puisque j'ai besoin d'une zapette et j'ai besoin de JS. Et puis je vais faire le live coding dans un autre éditeur. Le principe, c'est que j'ai découpé ça en plein d'étapes. Première étape, c'est faire un cadre. Mon objectif, c'est d'essayer de faire ça. Vous avez le code qui ressemble, enfin, qui doit faire à peu près ce que je vais écrire derrière, mais ça, c'est pour quand vous lirez les slides. Et maintenant, je vais partir sur le clavier. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Là, c'est bon? Ok, pas de problème. J'ai 4 fichiers, j'ai un fond pour faire joli. Je suis désolé, j'ai quelques lignes de JavaScript, mais on ne va pas faire grand-chose. Notre index.html HTML et du style. Avant de commencer, juste pour rappeler des choses, il existe plein de choses en HTML qu'on oublie d'utiliser. Il y a des balises sémantiques, par exemple time, qui sont là pour dire, en fait, on peut déclarer une heure, un moment, avec cette balise. D'accord? C'est important de le savoir, parce que ça peut aider derrière les outils qui peuvent faire de l'accessibilité ou même des helpers qui veut dire je peux créer quelque chose dans ton agenda et tout, etc. Alors je dis ça parce que je ne vais pas trop faire de l'accessibilité sur mon code, j'ai pas trop le temps. Voilà. Alors je vais commencer doucement. J'écris du texte bidon, mais ça vous allez comprendre pourquoi. Hop, un div avec mon horloge. On va faire comme ça. Et on va passer au CSS. Bon, au CSS, hein. Hop, c'est pas grave. Bon, allez, c'est pas grave. Désolé. Hop. Et JS, c'est tout à l'heure. Alors, CSS, j'ai pas grand-chose. J'ai un body. Le seul flex que je fais, c'est un truc pour centrer. J'ai mon image de fond, une couleur, etc. Et donc, mon horloge, là, qui est vide pour l'instant, je vais déjà commencer par lui donner une taille. Et je vais utiliser, pour ça, width et height. Donc, on va commencer doucement. Hein. Vous connaissez probablement tout ça, déjà. Et puis après, on va aller un petit peu plus dans la complexité. Hein. Donc, je vais donner une width 8. Hop. Je vais mettre un background. Il est white. Et pour qu'on voit bien tout ça, je vais lui mettre une bordure. Donc là, je pense que vous savez tous faire. Bordure, je vais lui donner une taille.
fais un type solide, un trait, et puis je vais utiliser current color. Vous voyez, une grosse bordure. Current color, ça correspond à quoi? C'est ce qu'on peut appeler une variable avant l'heure. On fera du CSS var tout à l'heure. Mais là, c'est des variables avant qu'on ait tout ça. Ça va récupérer tout simplement la couleur du texte courant de mon élément. Et comme c'est une propriété héritée, alors je vais essayer d'utiliser un vocabulaire un peu de programmeur, héritage, mais en fait on dit cascader plutôt en CSS. Vous voyez que ça correspond à ma valeur qui est définie au-dessus, c'est-à-dire dans le body. OK. C'est aussi l'occasion pour moi de vous parler d'une petite propriété que je trouve très utile qui s'appelle box sizing. En fait, quand j'ai donné ma taille de 1 EM, en fait, ça correspond à la taille du contenu par défaut. Et si donc mon système de rendu va calculer pour que le contenu fasse 1 EM, et la bordure, en fait, elle vient autour, par-dessus. Si par contre, je lui dis, quand tu fais ton calcul, tu prends en compte aussi la taille de la bordure, hop, mon élément, bordure comprise, va faire 1 EM. D'accord? Au passage, 1 EM, c'est la taille de ma font size, en gros. Donc, ce que j'ai fait ici, en fait, c'est un petit trick qu'on peut utiliser avant d'avoir les variables, pour faire des variables qui correspondent à des longueurs, parce qu'il suffit juste, bon, je le fais là dans mon élément, mais je pourrais le faire à l'extérieur, et puis d'autres balises, de changer la taille de la font size, d'accord, pour pouvoir changer la taille de mon bloc, en faisant qu'une seule modification et en ne modifiant pas les deux valeurs. Bon, aujourd'hui, on ne va plus faire ce genre de choses. On va utiliser des outils plus puissants. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais aller sur mon HTML et sortir ces trucs pas beaux là qui ne servent à rien. Voilà. Hop. Et on va zoomer. Et on va faire des ronds. Un rond. Un rond, je pense que vous connaissez déjà probablement. C'est la propriété border radius qui va nous permettre de faire ça. Et on peut arrondir nos coins. Donc, en utilisant un pourcentage, ça va prendre un pourcentage de la largeur. Donc, évidemment, si je grandis jusqu'à 50, j'ai un beau cercle. J'ai un cercle, évidemment, parce que j'ai un carré à la base. Sinon, ça ferait une ellipse. OK? Donc là, c'est déjà pas mal. Je suis pas mal parti. Maintenant, je vais faire du style pour rendre ça joli. Alors, joli, à prendre avec des guillemets. Et je vais m'amuser avec des ombres portées, parce que c'est une propriété qui est assez riche, sur laquelle on peut faire pas mal de choses, je trouve. Ça s'appelle Box Shadow, la propriété. Et on va lui mettre une valeur. En plus, je fais du live coding avec un clavier Mac récalcitrant. C'est de la grande cascade. Hop, voilà. Donc, je lui donne une valeur de décalage sur les X, une valeur de décalage sur les Y, et puis une couleur. Voilà, donc c'est particulièrement laid. Je vous avais prévenu. Je vais plutôt utiliser un semi-transparent, donc avec RGBA. La dernière partie, c'est le alpha, une valeur entre 0 et 1, qui correspond à mon alpha. Donc c'est semi-transparent. C'est toujours pas terrible. Donc après, je peux réduire mon nombre porté, là. Et pour rendre ça un peu sympa, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un troisième argument de longueur qui va correspondre à un effet de floutage, de blur, on dit. Voilà. Et là, du coup, on a un truc qui est sympa, normalement. Alors, ça doit à peu près se voir. On a des beaux rétro-pro, c'est cool, ça. Enfin, des beaux projecteurs. Donc, ça nous fait un nom porté. On a presque l'impression un peu que ce cadre, il sort un peu de la fiche, enfin, de la feuille. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas fini, en fait. On va en faire d'autres. Ça fait partie des propriétés un peu comme les background images sur lesquelles on peut passer plusieurs valeurs. On peut mettre des virgules. Et du coup, je vais vous montrer qu'on peut rajouter des choses. Alors, on va mettre 2, puis on va faire du rouge. Désolé pour les yeux. Donc là, j'ai mis, si je veux faire des bordures bicolores, par exemple, ce que je peux faire, c'est faire une première bordure et puis utiliser un petit peu un box shadow avec un quatrième argument, l'étalement, le spread. Je ne sais pas comment on traduirait vraiment en français. Voilà. Il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'il y a une propriété inset qui permet de dire, mais en fait, la bordure, je vais la mettre à l'intérieur de mon élément. Donc, je vais le mettre comme ça, puis je vais mettre du blanc. Vous allez me dire, c'est débile, j'ai un background blanc.
Mais c'est fait exprès en fait. C'est fait exprès parce que je vais mettre une autre ombre portée à l'intérieur. Là, toujours je stack. Et vous voyez que là, j'ai une ombre portée, toujours avec cet effet de flou là. Donc ça me donne vraiment l'impression que j'ai un cadre avec une certaine épaisseur. Alors, on peut même aller... Hop, on va aller un peu plus bourrin. Voilà. Et voilà. Donc mon objectif, là je vais jouer un peu sur le alpha. Mon objectif c'est de faire un truc qui fait bien découper ma double bordure blanche. Bon, c'est juste pour la beauté du truc. Bon voilà pour cette première étape. On démarre. Donc je vous ai dit, vous avez sur les slides, vous aurez le code. Et après chaque étape, je vous fais un petit récap, quelques liens et tout. Donc c'est majoritairement des liens sur la documentation sur Mozilla Developer Network et quelques trucs et astuces. Donc vraiment, bon, Current Color et EM, en tout cas, quand les EM, quand on n'a pas de texte à écrire, c'est des solutions un peu utiles pour pouvoir faire des variables. Maintenant, on va faire un peu mieux plus tard. Deuxième étape, faire l'aiguille comme ça vers le bas. Donc vous verrez, là j'ai des petits trucs, c'est ce que j'ai rajouté. Donc pour faire une aiguille, je vais utiliser ce qu'on appelle les pseudo-éléments que j'ai mentionné plus tard. Ça nous permet d'ajouter automatiquement un élément HTML du contenu. Donc on va regarder, pour l'instant j'ai mon div ici. Et je vais lui dire sur ma clock, hop, je rajoute un élément before. Et qu'est-ce qui se passe? Je peux lui mettre du contenu, content, je vais lui mettre du texte. Voilà, donc on le voit bien. Et ici, dans mon arbre DOM, je vois qu'il y a un élément qui a été ajouté. D'accord? Alors, on peut mettre du contenu vide. J'ai toujours un élément qui existe, qui a une taille vide, qui n'a pas grand-chose d'intéressant, mais qui existe. Par contre, si je mets cette balise content, j'ai rien du tout. Donc voilà, il faut juste penser à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un élément et on va le positionner par rapport à son parent. D'accord? Donc on va utiliser ce qu'on appelle du positionnement absolu. Position absolute. Et en fait, le positionnement absolu va prendre une référence et moi, je veux que ce soit son parent. Donc, pour ça, ça va prendre le premier parent qui est relatif. D'accord? Et ça va bien se passer. Je vais lui donner une couleur. Background color, current color. Je vais lui donner une largeur, width. Je vais lui donner une hauteur. Là, j'espère que les valeurs ne seront pas trop mauvaises. Et là, je commence à avoir mon bloc apparaître. Et je vais utiliser du coup la propriété, comme je suis en positionnement absolu, je vais pouvoir me centrer dans mon horloge en lui disant, en fait, par rapport au bord en haut, je me positionne à la moitié. Et par rapport au bord à gauche, je me positionne à la moitié. Donc j'ai volontairement mis un gros carré, là, comme ça, vous voyez que c'est pas vraiment là où je veux la mettre. Parce que, en fait, comme il y a une largeur, il va falloir que je la recentre un peu. En fait, pour faire ça, il faut faire un petit calcul. Et on peut faire des calculs en CSS. Avec une fonction qui s'appelle calc, où je peux lui préciser des calculs. EM, donc c'est la moitié de la largeur de mon élément. D'accord? Et là, c'est bien positionné. Petit truc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si vous oubliez les espaces autour des opérateurs, la propriété est considérée comme étant invalide. Du coup, ça prend la valeur par défaut. Du coup, ça ne marche pas. Du coup, on s'énerve. Mais alors, voilà. OK. On va continuer. On va faire du border radius. Border radius bottom left. On va faire joujou pour arrondir un peu ma pointe. Et on peut faire joujou avec... on peut mettre plusieurs valeurs, en fait, dans les border radius. En fait, ça va jouer un petit peu dessus. Donc ça, si vous voulez creuser, regardez. Hop. Et moi, j'ai une petite aiguille, là. J'estime qu'elle va être sympa. Et évidemment, je vais lui donner une taille raisonnable. Donc là, c'est pas cool, c'est que je vais faire un changement. Je suis obligé de changer à 2 endroits. D'accord? Ça, quand on est développeur, ça ne nous plaît pas. On extrait une variable. D'accord? On fera ça juste après, dans l'étape précédente. On la réduira aussi. Alors, quelques pointeurs encore.
Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ces pseudo-éléments. Je vous ai mis un lien sur un article. Vraiment, c'est mieux de travailler avec des pseudo-éléments que de travailler avec des divs et dans des divs, dans des divs, dans des divs. On va vraiment y gagner derrière, on va avoir du truc plus agréable, plus lisible. Et le positionnement absolu, c'est un truc compliqué en CSS, il faut prendre le temps. Là aussi, vous pouvez relire régulièrement les choses. Le positionnement absolu, en fait, on va souvent l'utiliser avec ces pseudo-éléments. D'accord ? Donc maintenant, on va s'occuper de la rotation, mais avant, on va faire un peu de refactoring, parce que vous avez compris que ça ne me plaisait pas, là, du coup, ce bricolage sur les tailles. Donc en fait, on va extraire des variables, d'accord ? Et une variable en CSS, on parle aussi de custom properties, hein. Ça commence par tiret-tiret. Voilà, donc j'ai une variable qui s'appelle width, une variable qui s'appelle end, 8, et je vais pouvoir les utiliser en utilisant cette fonction var qui va récupérer la valeur d'une variable. Hop, var 8. Et évidemment, l'idée, c'est de l'utiliser surtout ici. Voilà. Du coup, si je change la valeur, automatiquement, ça reste positionné au centre, c'est magique. OK ? Donc là, c'est sympa. Après, on peut lui passer des valeurs par défaut, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je vous laisserai creuser sur ces aspects-là. On va s'occuper de la rotation. Donc, très bien. On va faire ce qu'on appelle une transformation, et c'est génial parce qu'il y a déjà la fonction rotate qui existe. Et je peux lui donner un angle degré. Alors là, normalement, vous avez dû voir que ce n'était pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est pas grave, on va creuser, hein. Donc on a des outils super bien. D'ailleurs, moi, ce temps-ci, j'utilise beaucoup Firefox Developer Edition pour faire du dev. Ils ont beaucoup amélioré leur tooling. Je vous recommande de tester ceux qui avaient abandonné Firefox pour faire du dev. Voilà, il y a pas mal de choses, notamment sur les grids, qui sont très bien. Donc voilà, 30 degrés. Si je modifie, là, ce que vous voyez, la valeur, c'est que ça tourne par rapport au centre de mon aiguille. C'est pas tout à fait ce que je veux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on utilise une autre propriété. Et la propriété s'appelle transform origin. On va pouvoir lui donner le point qui va servir pour notre rotation. Et donc, ça va être le top center, en haut, au centre de mon aiguille. Et là, évidemment, ça va beaucoup mieux se passer. Voilà. Hop. Ça tourne comme il faut. OK ? Jusqu'à là, il n'y a rien de très compliqué. Dans toute ma présentation, il n'y a rien de très compliqué dans ce que je vais faire, en fait. C'est juste savoir qu'il y a des choses qui existent. Alors, évidemment, 30 degrés, là, c'est pas top, hein. On va utiliser une variable. Et angle, c'est pas très bien nommé, mais voilà. Et on va réfléchir qu'est-ce qu'on va mettre dans cette variable. Et pour ça, on va faire un calcul. Et on va lui dire, mon tour d'horloge, c'est 360 degrés. Alors moi, je préfère utiliser l'unité turn. Je vous ai dit qu'il y avait des unités, des fois, qu'on n'utilisait pas. Je trouve qu'elle est beaucoup plus explicite et, on va dire, elle est moins assujettie à l'erreur, on va dire. Pour faire des minutes ou des secondes, ben, j'ai 60 secteurs et je vais multiplier par, attention aux espaces, le nombre que je veux. Alors là, c'est qu'il y a un point-virgule qui manquait. Voilà. Donc ça ne marche pas du tout, évidemment. Enfin, ça ne marche pas comme on veut, parce qu'évidemment, ça pointe vers le bas. Et donc là, il va falloir qu'on change quelque chose. Il y a deux possibilités qui me viennent rapidement à l'idée, là. Il y en a une qui est de dire, bon, ben, en fait, je prends son parent, je fais une rotation d'un demi-tour, et hop, elle sera en haut, c'est parfait, ça marche. Alors ça marcherait très 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 bien, il n'y a aucun souci, c'est juste que tout le box shadow, il faudrait que je l'inverse, et ça, j'ai la flemme. Et du coup, on va lui rajouter ici un demi-tour ici, et ça va très bien marcher. Ça fera le taf. D'accord ? Et du coup, si je mets 42, hop, ça marche. Super. On a fait la rotation. Et je vous ai introduit les propriétés, les custom properties, ce qu'on appelle aussi les variables. C'est quelque chose qui est très puissant, plus puissant que ce qu'on va utiliser dans les préprocesseurs, comme ça, c'est tout. Notamment parce que ça va être hérité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner une valeur, par exemple, dans body, puis la changer un peu plus bas, etc. etc. C'est super intéressant. Je lui ai mis un pointeur sur CSS Transform. Il y a un truc qui est cool avec les custom properties, c'est que quand vous allez faire des web components, si vous ne savez pas, vous demandez à Horatio. En fait, si on veut paramétrer le style, bah, soit on rajoute des attributs à l'appel, et ça, c'est pas très marrant. Soit on va mettre des custom properties,
Et du coup, les custom properties, même quand il y a du Shadow DOM dans les web components, ceux qui savent de quoi je parle comprendront, eh ben, ça va être hérité. On va pouvoir les utiliser. Et il y a même du boulot qui est fait pour, on va dire, rendre les choses stemmables, on va dire. Là, on n'est pas encore dans les choses supportées, encore dans les navigateurs, c'est du travail en cours, mais il faut savoir que ça arrive. Voilà. Et puis, utiliser l'unité turn, elle est sympa. Bon, maintenant, on va faire des heures et des minutes, step by step. Alors, on va faire un copier-coller. Non, c'est pas terrible, ça. Copier-coller du code, c'est dangereux. En fait, on va factoriser du code. On va lui dire, en fait, le pseudo-élément after, ici, hop, c'est un peu la même chose. Et tout ce qu'ils vont partager, c'est... En fait, là, j'ai extrait une fonction, schématiquement, qui a 3 paramètres, width, height et angle. Et qu'est-ce que je fais, là? Before. Hop. Alors, ça va être mon aiguille des heures. Il n'y a que 12 secteurs, par exemple. Et je vais faire joujou un peu sur le width et la hauteur. Oula, on va même diminuer tout ça. Bon, là, après, c'est du style. Hop. After, c'est des minutes ce coup-ci. Alors, le width, on va diminuer. Et le height, on va remettre 30. Voilà. Et puis, on va jouer sur les couleurs. Là, en fait, j'ai utilisé la current color, donc il faut juste que je sette la valeur de la couleur. Donc, je vais mettre 2 couleurs vraiment différentes. Je suis désolé si c'est pas très joli. Color, purple. Allez, voilà. Donc, j'ai mes 2 aiguilles. Donc, tout va bien. Et en fait, on va réfléchir ces 2 valeurs-là que j'ai mis. En fait, c'est des valeurs qu'on va récupérer dans des variables. Hein. Donc, on va définir des variables pour les minutes, et pour les heures. Et puis, on fera les secondes plus tard, mais chaque chose en son temps. Ok, super. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de JavaScript. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Enfin, je ne vais pas en faire, je vais décommenter des lignes. Rapidement, j'ai une fonction qui me donne heure, minute, seconde courant, qui s'appelle currentTime ici. J'ai une fonction qui va prendre un élément HTML et prendre l'heure courante et va créer les variables heure, minute et seconde à partir de l'API JavaScript. On peut manipuler les variables CSS à partir de l'API JavaScript. Une petite remarque, la valeur passée, c'est une string. Voilà. Donc si je fais ça, automatiquement, ici, vous voyez que dans mon body, je vais avoir automatiquement l'heure courante. Normalement, si je ne me plante pas, c'est ça. Et si je veux mettre à jour ça, et ben, cet intervalle, toutes les secondes, je mets à jour. Vous voyez, ça clignote et tout. Et voilà, donc on va pas attendre les 30 secondes que l'aiguille des minutes bouge, mais promis, ça marche. Hein. Voilà. OK. Donc, c'est fini pour le JavaScript, hein, pour ceux qui sont un peu fâchés avec ça. Donc, voilà. Maintenant, on va s'occuper de la trotteuse, de l'aiguille des secondes, et on va aller un petit peu plus loin, du coup, pour ce style d'aiguille. Alors là, en fait, je suis bloqué parce que c'était bien de faire des before et des after, là, des pseudo-éléments, mais en fait, je peux avoir qu'un seul before, qu'un seul after, et il m'en faut un troisième, là, je peux pas. Eh bien, c'est tant pis. Eh ben, on va faire dans ces cas-là, je suis obligé de créer mes éléments HTML, et ben, je vais les créer. Voilà. Donc, je vais dire que c'est des pins, je vais dire qu'il y en a 3. Je fais du emmet, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez sympa. Ça permet d'avoir une petite syntaxe raccourcie pour templétiser du HTML. Pour les caractériser, je vais rajouter du coup, une autre classe CSS, heure, minute, seconde. L'ordre est important. En fait, comme elles sont positionnées, elles vont se positionner les unes sur les autres. Donc, on va pouvoir voir. Moi, je veux que l'aiguille des secondes soit en haut. C'est un choix. Hein. Mais l'ordre est important. On pourrait jouer sur les z-index, mais surtout, ne jouez pas sur les z-index si vous n'en avez pas besoin. Voilà, par principe.
Voilà, et on va retourner sur notre CSS. Donc pour faire ça, ça tombe bien, on avait... Oula, ça c'est pas notre CSS. Ça. Allez, excusez-moi. Voilà. On avait déjà factorisé les choses, donc ça va pas être trop dur à faire. En fait, ça va s'appliquer sur tous les éléments qui sont des aiguilles. Ça s'applique before, c'est mon aiguille qui est aussi l'aiguille des heures. Alors attention, il n'y a pas d'espace. Hein. Quand on met pas d'espace, ça fait comme un « et ». Voilà. Et mon aiguille qui est 1 minute. OK. Super. Et on va faire les secondes. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais lui enlever la couleur. Surtout, c'est ça qui est important. Voilà. Et on va jouer un petit peu pour la différencier. Voilà. Alors si on zoome un peu, je pense qu'on va bien voir que l'aiguille des secondes, là, elle est bien au-dessus de l'aiguille des minutes, qui est bien au-dessus de l'aiguille des heures. D'accord? Alors c'est triste parce que c'était plus joli de faire ça juste avec un seul div, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, on va en profiter. Donc je vous épargne du code un peu rébarbatif qui ne vous apportera pas grand-chose. Mais comme c'est des éléments, et ben, dessus, on peut aussi utiliser des pseudo-éléments. D'accord? Before et after. Et ça va me permettre de faire du dessin où je vais rajouter un petit cercle en haut et une petite ellipse derrière. Comment ça marche? Exactement comme ce que vous avez vu. C'est la même chose, il n'y a rien d'intéressant par rapport à ce que vous avez vu avant. C'est le positionnement absolu, un contenu vide. Je calcule le width et le height en fonction de la valeur width et je le positionne. Et tout ça, ça me permet sur chaque aiguille, ici, d'avoir un petit cercle et une petite ellipse qui sont décalées pour rendre ça un peu sympa. Voilà. Je vais en profiter pour faire un petit truc. Parce que moi j'aime bien les ombres portées, j'aimerais bien en mettre sur mes aiguilles. Donc Box Shadow. Hop. RGBA. Alors là, c'est très très fin, mais l'objectif, c'est très très fin, ça marche peut-être même pas d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est mieux de mettre des unités. Voilà. Bon, je pense que vous voyez, il y a une petite ombre portée. En fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'ai pas mis de décalage, et je vais vous expliquer tout ça. Parce que c'est là où c'est intéressant quand on fait des exercices comme ça, c'est d'essayer de pousser les choses à la limite. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, si je veux calculer, alors si je mets une ombre portée, un décalage sur les x et y, qu'est-ce qui va se passer? L'ombre portée va tourner, j'aurai des ombres incohérentes, ça va pas. Alors, il n'y a pas de problème, on a la valeur de l'angle. Donc on pourrait faire des calculs, c'est de la trigo relativement simple. Le problème, c'est qu'on n'a pas ces fonctions trigo en CSS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au dernier, en tout cas l'année dernière, ils se réunissent régulièrement, le working group pour faire le CSS, et ils ont décidé qu'ils allaient introduire ces fonctions trigonométriques. Aujourd'hui, personne ne le supporte dans les navigateurs. J'ai essayé de chercher même hier et je n'ai pas trouvé. Mais on peut être intelligent. Alors, quand on doit faire ce genre de choses, c'est là où les préprocesseurs deviennent super utiles. Le problème, c'est que ça va être compliqué de le faire en dynamique, mais on pourrait le faire en JavaScript, il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut être un peu smart. Il y en a qui se rappellent peut-être des cours de maths, et il y avait des séries, notamment les formules de Taylor-Maclaurin, qui permettaient de faire, avec des séries polynomiales, d'approximer un certain nombre d'opérations du type de fonctions du type cosinus, sinus et tout. Et donc, il y a des gens qui se sont amusés à faire ça avec des CSS var. On leur donne une variable, ils te donnent la valeur cosinus, sinus et tout avec. Il faudrait faire des modulos et tout, enfin, éventuellement. Donc, on peut s'amuser. Moi, je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'à là. Mais si vous voulez, on peut y aller. Hein. Voilà, en attendant, il y a ce genre de choses. Les approximations seraient très largement suffisantes pour ce qu'on a à faire, hein, d'ailleurs. Hein. Maintenant, on va faire une animation. Donc là, vous voyez que mon objectif, c'est de faire une animation fluide. Bon, je pense que vous avez déjà entendu parler des transitions. Et là, on va plutôt faire une animation, parce que c'est plus fun. Alors du coup, on va tout casser, parce que c'était pas grave, on l'avait fait. Mais donc, ce calcul d'angle, il ne m'intéresse pas. L'idée, c'est qu'on va essayer de travailler avec les animations pour ne pas avoir besoin de faire ce calcul avec les angles. Voilà. Tant pis. Et cette valeur-là, on la jette. OK.
pour faire plus simple même, je vais me commenter. Voilà, je vais travailler qu'avec les secondes, ce sera bien suffisant. Alors, je vais déclarer une animation avec le mot-clé keyframe, @keyframe. Il faut lui donner un nom, rotate pin. Et donc là, on peut définir tous les états intermédiaires, mais moi, je vais lui dire, ton état de départ, c'est transform rotate. Je regarde un peu le temps. En fait, je vais lui dire, tu tournes d'un demi-tour. Et quand tu auras fini de tourner, tu seras à un tour et demi. D'accord? Et maintenant, j'ai plus qu'à l'utiliser. Hop, comme on l'utilise, le mot-clé animation. On reprend le nom, rotate. On lui donne une durée. Je vais mettre 4 secondes pour débuter. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Hein? Ah, merci. Super. Il y en a qui suivent, c'est génial. Donc, malheureusement, ça ne suffit pas. Comme vous voyez, c'est pas terrible. D'abord, elle se fait qu'une fois. En plus, bon, ça, c'est pas très grave, mais infinite, voilà. Donc, on peut lui dire, tu te répètes n fois, plein de choses comme ça. On peut dire, tu te répètes dans un sens, puis dans l'autre sens et tout. Alors, c'est pas terrible non plus, parce que vous voyez que elle accélère au début, puis elle ralentit à la fin. Là, tout ça, c'est fait pour donner des animations qui ressemblent un petit peu à des comportements fluides, élastiques, des choses comme ça. Bon, en fait, on peut configurer ça à partir de ce qu'on appelle une timing function. Bon, il y a évidemment la fonction linéaire, c'est celle qui va nous intéresser et qui va correspondre à ça. Autre chose, 4 secondes, c'est pas ça. On va mettre une variable. Et là, ceux qui ont fait de la physique, ils savent que ça s'appelle une période, ce genre de variable. Et du coup, mes secondes, la période, c'est 60 secondes. Il faut 60 secondes pour faire un tour d'horloge. OK? Mon aiguille des minutes, sa période, c'est quoi? C'est 60 x 60, 36 000. Il n'y a pas d'unité pour les minutes, malheureusement, en CSS. Et là, je vais requérir, s'il y en a qui peuvent m'aider. Vous savez ou pas? Moi, quand je ne sais pas, je fais des calculs comme ça. Ça simplifie un peu, mais bon, si vous voulez, vous pouvez faire le calcul. Attention, hein, c'est 12, hein, c'est pas 24. Donc voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ce que je vais vous montrer, alors je vais vous montrer un petit peu comment, parce que là, c'est bien, ça tourne, mais il faut que je la positionne correctement, en fait. Bon, pour l'aiguille des secondes, c'est pas grave, les gens ne verraient pas trop qu'il y a un peu de décalage, mais pour le reste, ça va pas bien se passer. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Animation Play State. C'est une propriété que vous connaissez peut-être pas, qui permet de dire si mon animation elle est en train de tourner ou elle est posée. Vous allez me dire à quoi ça sert de faire une animation si on l'arrête. Et en fait, c'est très pratique sur les hashovers, ce genre de choses, si vous voulez faire des trucs un peu sympas. Voilà. Mais là, c'est surtout pour vous montrer le petit trick que je vais utiliser. C'est le seul vraiment compliqué que j'utilise, en fait. Je vais utiliser la propriété qui s'appelle Animation Delay, d'accord, qui permet de dire, en fait, je vais mettre 4 secondes, par exemple. Je vais mettre ça comme ça. Tu mets 4 secondes avant de démarrer. Bon, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que si je lui mets une valeur négative, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, l'aiguille est dans la position comme si elle avait démarré 4 secondes avant. Et oui, en CSS, on peut contrôler le temps. C'est pas beau? Alors du coup, c'est génial parce qu'on va du coup pouvoir faire un calcul. J'adore les calculs. Hein. Moins 1 seconde multiplié par une valeur qu'on va appeler délai. Et c'est ce délai qui est intéressant à calculer. Ce délai, en fait, c'est quoi? Tout simplement, pour mon aiguille des secondes, d'accord, c'est le nombre de secondes courantes. D'accord? Pour ça, je vais en profiter, je vais enlever cet intervalle là que je ne veux pas voir avant de revenir. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si je rajoute le nombre total de secondes écoulées depuis le début de ma journée, c'est-à-dire le nombre de secondes plus 60 fois le nombre de minutes
plus 36, non, 3600 fois le nombre d'heures. Hop. Ah, il faut aussi que j'affiche les aiguilles, sinon ça va pas bien marcher. Voilà. Hop. Ce qui se passe, c'est que tout ça est mis à l'heure courante et j'ai plus qu'à commenter et décommenter si je veux pour avoir mon animation. Et au passage, je vais vous montrer ça. Même l'aiguille des... Je vous montre avec le curseur de la souris. Vous allez voir que progressivement, en fait, mon aiguille des minutes, elle se déplace lentement, mais progressivement, elle se déplace par rapport à ma souris. Alors bon, peut-être pas rester très très longtemps, mais vous voyez que petit à petit, elle passe dessous, en fait. D'accord? C'est pareil pour les heures, mais là, je pense que je vais chambouler le scheduling de la conf si je commence à partir là-dessus. Donc là, en fait, on a fait un truc un peu smart et un peu compliqué, c'est savoir que cette animation délai avec une valeur négative, ça peut faire des choses assez sympas. Donc ça, effectivement, il faut connaître. Ok. Je vous ai parlé des timing functions. Si vous voulez faire joujou, il y a plein de choses comme ça. Il y a notamment un site très bien qui vous permet de comparer des timing functions, des choses linéaires par rapport à d'autres, etc. Et faire joujou parce qu'on peut lui passer des valeurs cubiques, des courbes de Bézier. Pour finir, en fait, mon live code, je vais faire un peu de dessin autour pour l'améliorer en mettant des marqueurs. Et pour ça, là aussi, je vais accélérer parce que, en fait, le principe de ces marqueurs, on l'a déjà vu plus tôt. C'est le même principe que pour faire les aiguilles. Ce qui se passe, c'est que je vais juste utiliser une transformation avec la rotation et du positionnement absolu, etc., etc. Mais pour ça, je vais rajouter des éléments qui ont la classe tick. D'accord? Donc, je vais aller ici. Je vais vouloir qu'ils soient sous mes aiguilles. Donc, je vais les mettre ici. Je vais leur donner un attribut style avec une valeur de count qui va valoir $, mon instance, et j'en veux 12. Donc là, quand on maîtrise le emmet, on fait des choses un peu sympas. Donc chaque fois, j'ai la valeur de count a pris la valeur de mon $, en fait. Donc, le premier, c'était 1, etc. OK? Donc là aussi, c'est pareil. Si vous voulez développer vite, c'est quand même pratique de connaître ça. Donc au passage, j'ai mis, pour bien que vous voyez, j'ai mis un fond doré pour chaque rotation, d'accord? Et c'est juste, et j'ai mis un gros W aussi. Alors que là, j'ai fait joujou un peu avec les transformations pour que le W soit dans le bon sens et positionné au centre. Mais mon idée ici, ça va être de mettre une valeur. Et pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un compteur. Donc, counter. Je peux lui dire, le counter qui s'appelle tick, tu me l'incrémentes. Donc par défaut, ce sera un incrément de 1, mais on peut lui préciser. Et puis, au lieu de mettre un W, je vais lui dire, avec cette fonction counter, appelle-moi, récupère-moi la valeur de tick. Counter, tick. Voilà. Au passage, ça, on va enlever parce que c'est laid. Alors là, c'est pas mal. Maintenant, si j'ai plusieurs horloges, ça ne m'arrange pas parce que ça va s'incrémenter. Hein. Mais ce que je peux faire, c'est qu'il y a aussi une propriété pour dire à chaque fois que tu rentres dans une clock, paf, counter reset, tic, voilà. Et ça le met à 0. Si je veux le mettre à 10, je le mets à 10, par exemple. Là, ça, c'est comme je veux. Alors, c'est sympa, mais cette fonction counter, elle prend aussi d'autres paramètres. Un paramètre, un peu les mêmes choses qu'on peut mettre sur les puces, les listes ordonnées, enfin les listes ordonnées. On peut lui dire, en fait, tu m'écris en romain, upper roman. Et là, ça commence à être sympa. Okay. Alors pour finir, juste parce que pour s'amuser, là c'est un petit truc pas très compliqué. On peut aussi sélectionner à avoir des règles avec ce env-child pour récupérer les éléments positifs, enfin les pairs ou les impairs par exemple, even. Et là je vais juste modifier une petite propriété, l'opacité, hein, que je vais la mettre à 1. Bon, je voulais pas montrer là, mais en fait je l'avais mis semi-transparent. C'est juste pour mettre les chiffres pairs dans ces cas-là en plus visible. Et l'idée, évidemment, c'est de mettre tous ceux qui sont multiples de 3. Donc là aussi, c'est pareil. On peut utiliser cette valeur n. D'accord? Si je fais 3n, c'est à chaque fois que ça va être un multiple de 3,
ça va s'afficher. On peut même faire des décalages, hein, on peut mettre des +1 si vous voulez. Ou, voilà. Mais donc ça, c'est assez intéressant si vous voulez styliser des listes et tout. Des fois, sans avoir besoin de mettre une classe CSS supplémentaire, on peut le faire directement avec cette propriété. Donc voilà cette petite horloge. Donc concrètement, je pense que si vous avez déjà fait du CSS, vous avez déjà croisé la plupart des propriétés. Et c'est juste une utilisation un petit peu astucieuse de toutes ces propriétés qui permet de faire des choses un peu sympas. D'accord? Alors, là aussi, il y a un truc qui est très intéressant. C'est que vous voyez que j'ai utilisé à la fois une valeur count et à la fois un compteur. Et en fait, moi, quand j'ai fait cet exercice chez moi, mon objectif, c'était pas d'utiliser cette valeur count, c'était d'utiliser le counter à la place. Et il se trouve que ça, c'est pas possible, en fait. En fait, cette fonction counter, ici, retourne une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères, le CSS est typé quand on fait des calculs. Et je ne peux pas multiplier des valeurs avec une chaîne de caractères, ça n'a pas de sens. D'accord? Aujourd'hui, on a des limitations là-dessus. Il y a un ticket sur, si vous voulez poser des questions et contribuer sur les évolutions futures de CSS. Vous avez un ticket qui existe où les gars posent des questions là-dessus. OK. Peut-être que dans le futur, il y aura une fonction de conversion, string to parsing, par exemple, ce genre de choses. Ou peut-être qu'il y aura un counter qui retournera une valeur numérique. Ça permettrait de faire des choses un peu sympas. Là aussi, CSS, ça évolue, on verra bien après. On peut utiliser des choses comme counter style aussi. Ça, c'est spécifié, mais il y a que Firefox qui joue avec. Enfin bon, voilà. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, là, avec la syntaxe dans le HTML, s'appelle du emmet. Avant, ça s'appelait Zencoding. Si vous faites beaucoup d'HTML, apprenez-le, c'est pratique, c'est à peu près supporté partout. Voilà. Maintenant, j'en ai fini sur le live code. On va parler un peu du support, parce que tout ce que j'ai fait, c'est cool, mais est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? C'est bien hein, de faire des talks CSS, mais si on ne peut pas l'utiliser, c'est dommage. Donc pour ça, le site de référence, c'est Can I Use. Globalement, tout ce que je vous ai montré, ça marche partout, y compris IE, IE11, ce genre de choses. Sauf un truc. C'est CSS Variable Custom Properties. D'accord? Bon, alors évidemment, quand on fait du web, ça fait très longtemps qu'on tape sur Microsoft, c'est marrant, c'est sympa. C'est vrai que ça a été la lutte. Ça a beaucoup changé. D'ailleurs, bon, vous avez vu, j'utilisais VS Code, c'est cool. Ils font des choses aujourd'hui bien, Microsoft. Moi, je ne me serais pas pensé capable de dire ça il y a quelques années. Il faut aussi reconnaître qu'en CSS, aujourd'hui, si on a les grids, c'est parce qu'en fait, Microsoft s'y est mis bien avant les autres et ça a poussé les choses. Donc là-dessus, on peut aussi leur dire merci. Bon, cela dit, arrêtez d'utiliser IE. En fait, si vous avez... En fait, techniquement, vous pouvez aujourd'hui utiliser, remplacer vos variables SCSS, SAS, etc. par des variables en fait custom properties CSS et utiliser du post-processing par exemple avec post-CSS preset event qui va automatiquement faire les calculs et tout. Alors ça marche que pour du statique, exactement ce qui se passe quand on avait des variables CSS. Si vous avez besoin de faire du dynamique, soit vous faites du JS, soit vous utilisez le polyfill, qui est plus simple en général. Mais bon, voilà. Juste un petit point important là. Donc, là, c'est ce que j'ai récupéré cette semaine sur Can I Use concernant ces CSS variables. Mais en fait, si vous regardez là, le petit truc là, le seul problème, il est vraiment là, c'est IE11 en fait. D'accord? En France, il y a 0,8% d'utilisateurs d'IE11, encore malheureusement. Je suis allé faire une recherche, j'ai essayé d'aller chercher des pourcentages de personnes qui ont des troubles de vision. Je suis allé sur le site des aveugles de France ou quelque chose comme ça. J'ai fait un calcul avec la population française, 2,5. Je pensais que c'était beaucoup plus. En fait, je pense que des problèmes, on va dire plus mineurs visuels, il y a, je sais plus, c'était 7-8% en fait en général. Mais en fait, c'est quand même 3 fois plus. D'accord? Alors, faire l'accessibilité, ça veut dire rendre accessible vos sites pour les deux cas. Ceux qui ont des handicaps logiciels. Alors, là, il y a des fixes qui existent, hein, d'ailleurs, je précise. Et ceux qui ont des handicaps qui sont des fois temporaires, mais des fois permanents, malheureusement, et qui les subissent.
En fait, je dis ça parce que, en général, moi, j'ai toujours un chef de projet, quelqu'un, hein, une chef de projet, qui me dit, ouais, tu me fais la compatibilité IE, parce que là, dans leur service machin, ils sont encore sur IE 9, ils veulent pas bouger. Et maintenant, je leur dis, stop, non, voilà, je veux bien vous le faire, mais avant, moi, je fais un site accessible. Et pour moi, ça va être plus prioritaire, pensez à ça, en fait. Donc, je vous ai mis le lien sur le site de Aveugle de France, c'est là où j'ai récupéré la valeur qui m'a permis de faire ce calcul. D'accord, et vous en trouverez peut-être d'autres. Il y avait un talk ce matin sur l'accessibilité. Pensez-y. Le web, c'est un outil magique pour faire de l'accessibilité. Utilisons-le proprement pour ça. Conclusion. J'ai plus beaucoup de temps, mais voilà. À quoi ça sert de faire cette superbe horloge? Alors moi, ça fait très longtemps que je fais du dev, un peu moins de 20 ans, et je m'en suis jamais servi. Voilà. En fait, si j'ai fait ce talk-là, c'est parce qu'en fait, le CSS, c'est une technologie qui est souvent douloureuse pour des gens. Je pense que vous comprenez à peu près ce qui se passe. Et en fait, c'est un peu dommage, je trouve. On s'est un peu mis dans cette situation bêtement. Pourquoi on est dans cette situation? Il y a des problèmes d'incompatibilité. Je l'ai barré, mais c'est vrai qu'il y en a encore. Il y a encore des soucis. C'est pas toujours marrant. Plutôt avec Safari aujourd'hui, d'ailleurs. Mais il y a ces problèmes-là. Mais c'est plus vraiment vrai. La documentation, c'était une horreur. Aujourd'hui, en fait, Microsoft, Google et Mozilla, bien évidemment, contribuent dans Mozilla Developer Network. Vous pouvez contribuer, ne serait-ce que pour traduire des pages, c'est génial. Super. En général, le CSS sur des projets, c'est souvent le parent pauvre, malheureusement. On n'apprend pas sérieusement le CSS. Alors évidemment, il y a des cours HTML, CSS, ils apprennent à faire du bold et du background color, mais c'est pas ça qui est important dans le CSS. La technologie est mésestimée. Moi, ça m'est arrivé de faire des missions où on me payait super cher parce que je savais faire du Scala, c'est cool. Mais en fait, savoir très bien faire du CSS, c'est aussi important. Et alors là, payer cher quelqu'un qui fait du CSS, en France, j'ai jamais vu. Dommage. Moi, je pense qu'il faut changer tout ça. Et bon, c'est un peu pour ça ma raison de faire ce talk. Voilà. Comment changer ça? Alors la première chose, on peut apprendre notamment en regardant des présentations, c'est cool que vous soyez là. On peut apprendre avec du mentoring, ou même si on a des gens qui connaissent pas aussi bien, pas très bien, c'est une bonne façon d'apprendre à plusieurs. C'est quelque chose qui est créatif et ça aide d'être plusieurs, je pense. Vous avez des bouquins, moi je suis toujours celui qui m'a fait beaucoup progresser, c'est CSS Secret de Léa Verrou, mais il y a aussi des trucs sur YouTube, des vidéos, il y a plein de choses et tout. Et les side projects, c'est en fait ce que je vous explique un petit peu aujourd'hui. Ce projet que j'ai fait d'horloge, c'est moi qui me suis amusé, j'ai pris un week-end, un jour, je me suis dit, allez, je vais faire une horloge. Et j'ai creusé un peu partout, et j'ai trouvé plein de trucs, j'ai trouvé des limitations, j'ai trouvé des contournements, et voilà, je me suis éclaté. Et avec tout ça, vous maximisez ce ratio qui, pour moi, est important. Il y a le wow effect sur le what the fuck. Et ça veut dire qu'il y a deux choses. Première chose, il faut maximiser ce wow. Alors là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vous montrent des trucs incroyables en CSS. C'est cool, c'est très important de le savoir. Mais il y a aussi ce what the fuck qu'il faut diminuer. Et pour ça, c'est de l'apprentissage. D'accord? Et on peut apprendre. Pourquoi c'est important tout ça? La question que sera le web demain, c'est assez dur. Hein, moi, j'aime bien cette citation-là, je pense, proverbe africain. Quand tu ne sais pas d'où tu vas, regarde d'où tu viens. Et c'est vachement intéressant de réfléchir sur les évolutions qu'il y a eu ces 20-25 dernières années sur le web. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si on n'apprend pas les bases HTML, CSS et JavaScript, à la limite JavaScript, je pourrais presque l'enlever, vous allez pouvoir faire des applis super bien avec les trucs matériels dans React, je sais plus, Material UI, etc. Mais en fait, vous allez toujours avoir des choses qui vont être douloureuses pour vous. Et apprenez vraiment sérieusement ces bases. C'est pas si dur que ça si on se donne le courage. J'ai fini. Les retours sont bienvenus. Il y a les gommettes. Vous pouvez récupérer les slides. Je tweeterai de toute façon les slides où il y a le QR code avec la licorne, évidemment. Et merci et bonne suite pour la conférence. Si vous avez des questions, je suis dispo aussi. Voilà.